Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je suis terriblement excité parce que vous vous en rendez probablement pas compte parce qu'au moment où cette vidéo va sortir, et ce sera peut-être que d'ici un mois et demi, l'annonce aura été faite et puis on aura entendu parler de cette machine, la Kiddy Q1 Pro. Mais là, pour le moment, au moment où j'ai reçu la machine, eh ben, on n'en parle pas, hein. D'ailleurs, j'ai dû signer un NDA pour ne pas enfin voilà, je ne peux pas parler de cette machine pour le moment. Je peux juste la tester, en faire une vidéo pour que le jour où ils seront prêts à me laisser en parler, eh ben, la vidéo sortira. Et donc, c'est terriblement excitant. Je ne sais pas si vous en rendez compte d'avoir le droit, comme ça, d'essayer une machine que peu de gens ont essayé pour le moment et en fait, dont on ne sait rien. Et même moi, finalement, j'ai reçu quelques caractéristiques rapides, une petite feuille avec 2-3 caractéristiques, mais je ne sais rien de cette machine. Je ne connais pas trop quelles sont ses particularités. Je vois maintenant un petit peu à quoi elle ressemble, mais j'ai eu vraiment pratiquement aucune info. Ça fait partie de ces machines pour lesquelles j'étais d'accord de continuer à faire des tests et des partenariats. Pourquoi? Ben parce qu'elle apporte quelque chose de différent. En tout cas, on me l'a vendu, hein. Le peu que j'ai eu, c'est une machine de chez Kiddy. Nouvelle, bon, j'avoue que le fait qu'on me dise est-ce que vous voulez tester une machine qui n'a pas encore été annoncée et sous NDA, ben oui, forcément, j'ai accepté. Voilà, je suis un homme faible. Euh, mais surtout, c'est une machine, d'après ce qu'ils ont dit, qui se veut être entièrement intelligente et qui ne nécessite aucun réglage. Un petit peu à l'image de ce qu'on a avec les Bamboo Lab. Donc on va voir ça de plus près. Alors n'oubliez pas les pouces, le like, les commentaires et tout ça, et je vous retrouve après le générique. Alors voilà, on voit déjà que la boîte, c'est déjà une belle boîte. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On a ici ceci, je suppose qu'il s'agit d'un accessoire du support de bobine, mais on verra ça après. Alors ici, bon, c'est peut-être parce que c'est les premières machines et qu'ils vont donner plus après, mais là, ils ont donné 20 grammes de filament. C'est un poil radin. Alors, j'ai absolument pour le moment aucune idée du prix de la machine au moment où elle va sortir, hein. Je n'en ai pas du tout la moindre idée. Moi, je mise aux alentours de 500 euros, 500-600 euros. Euh, de ce que j'ai pu voir des quelques caractéristiques. Après, je pourrais peut-être dire un peu plus en conclusion à quel prix cette machine je verrai. Il est possible que j'enregistre un segment une fois qu'on a plus d'infos, puisque de toute façon, je ne peux pas sortir de vidéo tant que la machine n'est pas sortie. Donc, je vais certainement récolter quelques infos et puis peut-être dans les caractéristiques de la machine, en tout cas, voilà, faire quelques infos supplémentaires. Mais donc, maintenant, on va se concentrer sur la découverte, l'unboxing de cette machine. On verra bien comment je vais monter la vidéo plus tard. Alors, on a ici le manuel qui est emballé. Ben voilà, je ne sais pas si c'était un plastique nécessaire, euh, qui est relativement clair. Est-ce qu'il nous apprend quelque chose? Il nous apprend que pour une fois, au moins, un point super positif, cet accessoire-là, hein, qu'on voit ici, eh ben, c'est un porteur de bobine, mais déporté. Donc ça veut dire qu'on va l'avoir sur le côté de la machine et non pas à l'arrière, comme ils ont fait avec les X-Max 3, X plus 3, et comme Bamboo fait, et comme toutes les machines fermées font pour le moment. Et donc ce qui nous oblige à imprimer des adaptateurs. Et bien ici, l'adaptateur, il est fourni avec, et ça, c'est un vrai plus. Alors, je continue l'unboxing, mais je m'arrête un petit peu puisque je sais pas si je pourrais avoir un segment sur les caractéristiques après, plus clair. Mais donc, quand je regarde dans le manuel, qu'est-ce que je vois? On a une chambre chauffée, comme sur la Kiddy X Plus 3 et X Max 3. On a un système de nettoyage automatique de la buse. On a un système de détection de filament tangle, c'est enfin, quand le filament se mélange l'un dans l'autre, enfin vous voyez ce que je veux dire. On a un ventilateur auxiliaire du caisson et pour le reste, on a un ventilateur de circulation de la chambre aussi. Voilà, donc ça c'est les quelques infos, quelques caractéristiques que je peux voir. On a également un système mieux pensé et plus facile pour retirer la partie avant de la hot end. Sur la Kiddy X Max, je trouve un peu pénible de la manière de devoir dévisser le cache de protection de la hot end pour pouvoir changer la buse par exemple.
Donc ici, on a quelque chose qui a l'air d'être mieux pensé. Je ne l'ai pas encore utilisé, je découvre avec vous, mais voilà, une vidéo découverte, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et quelque chose qu'on n'a pas toujours, et ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, c'est qu'il nous donne un petit guide d'impression, hein, qui nous dit, par exemple, ben, si vous faites du Ultra PA, il va vous falloir le sécher avant. Alors, comment le sécher? Ben, à 60 degrés pendant 4 à 6 heures. Quelle buse utiliser? Alors, il y a la buse bimétal. À quelle taille? Enfin, voilà, on a, en fonction des filaments, des différents types de filaments, la possibilité de pouvoir savoir exactement comment l'imprimer. Alors, première réflexion que je me fais en voyant ce manuel, c'est de me dire, eh ben, ils mettent quand même donc ABS GF25, PA12 CF, PHTCF, ils mettent quand même en avant le fait de travailler des matériaux spécifiques, industriels, plus exigeants que simplement du PLA. Et je pense donc que c'est un peu à ça que va servir cette machine. Alors, la taille de mémoire dans la feuille qu'il m'avait donnée, on était sur 245 sur 245 sur 245, donc une taille un peu inférieure à celle de la Bambu Lab, mais qui correspond, je pense sincèrement, à 80-90% des usages de la plupart des personnes. Donc une machine qui servira beaucoup à faire des filaments un peu exotiques et peut-être très simplement, mais ça, c'est ce qu'ils mettent en avant, mais là, je ne sais pas encore comment, donc elle est nourrie à l'intelligence artificielle, hein, comme ils le disent. La seule chose que je sais aussi, c'est qu'il y a un double axe Z indépendant. Et donc ça, c'est plutôt bien. On n'a pas ça souvent. Alors, j'ai pas la gamme de prix de cette machine encore, donc je ne sais pas du tout combien elle coûte au moment où j'enregistre. Mais si elle est sur un prix auquel je pensais, 500-600 euros, ça en ferait quand même vraiment quelque chose de bien, hein, chambre chauffée. Là, je vois ici extrudeur full métal avec température d'extrusion jusqu'à 350 degrés. On a une buse bimétal. Enfin voilà, on a toute une série de caractéristiques qui en font une machine qui semble très intéressante sur le papier. Alors au niveau de la capacité, on a 32 Go de mémoire eMMC à l'intérieur et on a une caméra qui est intégrée. Donc voilà, ça je le vois ici, je ne le savais pas, je le découvre. On a une caméra qui est intégrée, donc ben voilà, hein, ça c'est plutôt une bonne chose. Bon alors on a le manuel en anglais et on a ici la traduction en plein de langues. Je vois qu'on l'a en français, j'aurais dû regarder avant, mais je suppose qu'en français voilà, c'est une petite feuille de chou avec pas grand chose et une traduction à la Google Traduction qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, j'ai assez blablaté, continuons la suite de l'unboxing. Bon alors on est chez Kiddy, donc on a ce petit tournevis qui fournissent toujours avec, qui est plutôt sympa, voilà, petit tournevis orange. On a la petite quincaillerie de base, rien de particulièrement excitant. La deuxième partie du support de filament. On a le petit bâton de colle qui est intéressant pour... alors, c'est intéressant pour décoller les choses, c'est pas tant intéressant pour faire coller, hein, ça on le rappelle, même si ça paraît contre-intuitif. Et pour certains filaments plus spécifiques, c'est quand même vraiment intéressant d'en mettre. Je sais qu'il y a un petit peu une forme d'élitisme qui dit ce n'est jamais nécessaire si on nivelle bien son plateau. Alors là déjà, je ne sais même pas si on sait niveler manuellement son plateau. C'est possible qu'on ne sache pas le faire du tout. Et en plus, certains filaments extrêmement spécifiques, c'est quand même toujours mieux d'en mettre. Une prise de courant européenne, donc ça c'est très bien. Une petite spatule que je trouve toujours très... Enfin moi j'utilise jamais ça sur mes plateaux, j'ai toujours peur de la casser. Et on a une petite clé USB qui est bien attachée avec plein de... Voilà, qui est bien attachée. Ben, je regarderai après ce qu'il y a dedans. Voilà, une petite clé USB Kioxia, première fois que j'entends ça de ma vie. Bon, une qualité, à mon avis, discutable, mais on regardera ce qu'il y a comme fichier à l'intérieur. Bon, j'ai beaucoup blablaté, mais c'est la machine que je veux découvrir. Alors, continuons cet unboxing. Bon, alors voilà, la machine, bien emballée, hein, un petit peu comme on l'a vu avec les autres Kiddy. Tadam, découvrons-la, à quoi elle ressemble, et voilà, la machine. Alors, ils l'ont bien emballée, hein.
une belle bête. Chez Kiddy, on a toujours une forme comme ça un peu particulière. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. J'ai un peu fait le bourrin, mais ça va. Pas de casse. Donc on a toujours le même système qu'avec la Kiddy X Max ou avec la Kiddy X Plus. C'est ce couvercle à venir fermé par le dessus, hein, à garder ouvert ou à venir fermé. Je suppose que comme pour avec la Kiddy X Max, ils vont nous conseiller de laisser ouvert quand on imprime du PLA. Alors il n'y aura évidemment pas une partie montage dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à monter, mais par contre on va un petit peu découvrir tout ça. Alors au niveau du plateau, bon, on a un PUI doré de 25 sur 25. À ce niveau-ci, à ce moment-ci, je sais pas trop si c'est toujours des machines un peu prototypes ou si c'est déjà les machines prêtes à être commercialisées. Mais le plateau, voilà, il n'est pas aussi décoré que d'habitude avec les petits, les petites mentions obligatoires qu'on a qui dit attention, vous allez vous brûler les doigts si vous ne faites pas attention. Enfin bref, il n'y a pas ça ici dessus. Mais donc voilà, à quoi ressemble la bestiole, hein, toujours une forme un peu science-fiction, hein, je l'avais dit. Regardons-la un petit peu de plus près. Bon alors comme on peut voir, l'écran est ici sur le côté, très à la verticale, comme ça. Donc je regarde un petit peu. Sur la X-Max, on avait l'écran à l'horizontale. Ici, ben, on a l'écran à la verticale. On va regarder un petit peu après ce que ça a comme impact au niveau de l'interface. Le système de fermeture de la porte, il est magnétique ici et il a l'air de bien fonctionner. On a juste un petit peu de mal, voilà, le système est un petit peu du mal à l'ouvrir. Sur la X-Max, il y avait vraiment un retour pour venir mettre les mains ici. Moi, je suppose que c'est ici, mais ici, c'est pas aussi pratique que ça. Au niveau du plastique, eh ben, ça c'est exactement comme avec la X-Max 3 aussi. On a un plastique qui est suffisant. Hein, je dis pas que c'est le plastique le plus qui m'inspire le plus la solidité que j'ai vue de ma vie, mais il fait pas non plus toc. Hein, il fait pas du tout en toc. Il a l'air d'être plutôt de facture correcte. Alors, ce qu'on va voir aussi également, c'est ici tous les petites recommandations qu'ils donnent. Donc, on a l'adresse email pour le service, mais comme on l'avait au niveau de la porte ici, c'est dedans. Comme je disais, si on imprime du PLA, ils recommandent de laisser la porte ouverte et le couvercle retiré. Donc, on va retrouver ça ici. Et alors, ce qu'il dit aussi, c'est que après avoir activé le chauffage de la chambre, il faut fermer l'imprimante pour garder ça hermétique. Donc, ça paraît logique. Hein, on va pas activer le chauffage actif de la chambre et laisser les portes et le couvercle ouverts. Mais bon, il le précise, c'est toujours bien. Alors, si je regarde ici sur le côté droit de la machine, rien de spécial. On a une machine, on n'a pas de poignée pour la tenir comme, bon, elle est plus petite aussi, hein, mais on n'a pas de poignée pour la tenir comme la X-Max. Par contre, la clé USB vient toujours se mettre là derrière et ça, c'est quelque chose que j'aime pas, mais bon, ils l'ont encore fait. J'aurais préféré qu'elle soit devant. J'imagine que d'un point de vue électronique, c'était plus facile pour eux. Ça réduisait les coûts également de pas devoir le déporter. En même temps, je dis ça, mais je n'ai jamais utilisé une clé USB avec ma Kiddy X-Max. Donc, c'est peut-être pas si important que ça. Alors, du côté arrière, on a ici le petit tube PTFE avec le système pour venir fixer le porte-bobine. Et donc, comme je vous expliquais, ici, on l'a sur le côté. Comme ceci. Alors, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Donc, on l'a maintenant ici sur le côté. Et ça s'installe hyper facilement. Je viens installer le porte-bobine comme ceci. Et voilà. Et ça, c'est génial. C'est probablement l'une des meilleures choses que j'ai vues sur ces imprimantes fermées depuis un moment. Comme je le disais, moi, ça m'emmerdait toujours quand la bobine était ici derrière. Et c'est vraiment bien qu'ils l'ont mis. Alors, on ne retrouve pas, comme c'est le cas sur la X-Max, bien que je vais vous avouer que je ne l'utilise pas, on ne retrouve pas le boîtier fermé pour maintenir le filament dans un état d'hydratation correct. Moi, je l'utilise pas. Moi, j'utilise plutôt des dryers et c'est probablement ce que je ferai aussi avec celle-ci. Mais voilà. Donc, pour ceux qui préfèrent
on a le porte-bobine sur le côté et ça c'est très très cool. Pour le reste sur l'arrière, eh ben on a, alors je ne vois pas de RJ45 dessus, donc à mon avis il n'y a pas de RJ45 sur cette machine, contrairement à la Kiddy X-Max. Par contre, on a la lime et le bouton pour démarrer. Par contre, elle fonctionne en Wi-Fi. Hein, ça, je l'ai lu dans le manuel, mais pas de RJ45. Bon, c'est pas non plus un grand drame avec les réseaux Wi-Fi qu'on a pour le moment. Ça devrait bien fonctionner. Bon, et de l'autre côté, rien à dire. On a encore, il y a rien à dire quoi. Voilà, à part qu'on voit là le support pour le bobine. Pour la bobine, pardon, on n'a pas grand chose à dire, juste le couvercle, je le disais, voilà. On n'a pas un système de charnière, c'est dommage, c'est toujours mieux. Après, avec une charnière, ça en ennuie aussi certains, puis qui veulent le mettre plus bas et pouvoir retirer la plaque comme ça. Bon, voilà, c'est... Encore une fois, je ne sais pas me positionner parce que je ne connais pas encore le prix de cette machine, donc je ne sais pas dire si, oui, c'est normal, vu le prix de la machine, ils ont dû faire des concessions, ou ah tiens, c'est inadmissible pour une machine à ce prix-là. Je ne sais pas du tout. C'est d'ailleurs un peu inconfortable, mais en même temps, ça permet de voir les éléments de manière intrinsèque et pas mise dans un contexte de prix, par exemple. Bon, et si on regarde un petit peu à l'intérieur de la machine, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, ici, on a le bloc d'extrusion. Je vais devoir couper quelques petits colçons pour retirer ça. Mais on a surtout ceci. Alors là, il y a du papier collant. Mais donc, on a un système de nettoyage de la buse. Alors, il n'y a pas de multicouleur. Mais est-ce qu'il n'y a pas de multicouleur ou il n'y a pas encore de multicouleur? En tout cas, on a un système de nettoyage de la buse. Et on a une petite poubelle qui est directement avec et qu'on va pouvoir venir fixer comme ça dedans. Et vider de temps en temps, je suppose. Voilà, le système tient assez facilement et donc on a ici le système de nettoyage de la buse avec une petite surface douce, assez agréable comme ceci et des petites lamelles qui ressemblent des petits rouleaux pardon qui ressemblent à ce qu'on va retrouver sur les bambous. Et si je regarde de l'autre côté, je vois qu'on a ici la caméra qui est voilà, donc ça confirme bien qu'il y a une caméra dedans. Pour le reste, on est sur du linéaire sur l'axe X et sur les axes Y. Et au niveau de l'axe Z, on est sur un double, alors je ne sais pas si on le voit bien ici, là, comme ceci. Donc, on a deux linéaires et une tige filetée, voilà, de chaque côté. Et les axes Z sont indépendants, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, au niveau du plateau, ici en dessous, on a un système de guide pour que notre PEI se mette très facilement à l'avant et à l'arrière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors voilà pour les caractéristiques globales et le tour de cette machine. On va la mettre en service. Alors pour la mise en service, déjà, ce qu'il faut faire, c'est couper ici pour libérer la tête et alors libérer les axes. Donc on a des colçons à couper et on a 4 vis à retirer également pour libérer le plateau. Donc je fais ça tout de suite et puis on va l'allumer. Bon alors voilà, c'est fait. Alors on va peut-être quand même, avant de mettre en service, regarder un petit peu au niveau de la hot end, puisque maintenant que je l'ai libéré. Donc on va aller regarder un petit peu ça. Et donc la hot end ressemble assez à ce qu'on retrouve sur la Kiddy, sur la X-Max, pardon, bien qu'elle est bien plus grosse. Et alors ils disent ici, voilà, ça s'ouvre comme ça. On voit qu'on a ici une chaussette en silicone pour une buse, pour une hot end céramique. Pour le reste, voilà, pour le reste, ça m'a l'air d'être assez similaire. On a un engrenage qui a l'air quand même assez costaud ici. Au niveau des buses, ça a l'air d'être très simple à changer. Donc c'est exactement le même système qu'on a sur la Bamboo Lab au niveau des buses, sur la X1. Et le ventilateur ici devant a l'air d'être quand même relativement costaud. Alors je m'y connais pas assez en électromécanique pour pouvoir donner vraiment une opinion à ce sujet-là, donc on va leur faire confiance. Mais en tout cas, voilà, ça semble assez facile à se retirer et à se remettre. Donc maintenant, on va démarrer la machine. Alors voilà, ça démarre. Ici pour le moment, on va regarder ensemble le premier démarrage, le temps qu'il met à booter. Alors je ne sais pas si c'est le premier démarrage ou si c'est comme ça sur chaque boot. Mais en tout cas voilà, ici il prend un peu de temps.
Bon, en attendant, je sais pas, je raconte une blague belge ou ah, voilà, ça s'allume. On peut déjà voir que ça s'allume bien, hein. La visibilité, la luminosité à l'intérieur semble quand même parfaitement excellente. On y est arrivé maintenant. Je vais me rapprocher de l'écran pour pouvoir vous montrer ça de plus près. Alors, on peut voir ici qu'on a différentes langues. La surface de l'écran, quand on touche, a une texture qui est plutôt agréable, c'est bizarre. Enfin voilà. Anglais, je vais mettre français, comme ça on va voir un petit peu la traduction de base. Hop. Ils me disent de retirer tous les serre-câbles. Je vérifie que je l'ai bien fait. C'est bien fait. Et donc vous voyez, on a la petite animation qui nous explique quand même comment on doit faire. Donc c'est plutôt pas mal. Il nous dit de retirer les vis qui maintenaient le plateau également. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc là, il nous dit de bien vérifier que la plateforme est libre, etc., etc. Et je suppose qu'il va commencer son étalonnage. Alors je dois d'abord charger du filament. Alors on va mettre le petit filament qu'ils ont mis avec. Et voilà, c'est fait, je l'ai mis. Maintenant, il va chauffer. J'appuie sur le bouton plus. Il va chauffer à 223 degrés. Au passage, vous entendez peut-être, je ne sais pas si on l'entendra à la vidéo, mais on entend les ventilateurs se mettre à tourner. Ils font un bruit raisonnable. J'ai envie de dire, j'ai déjà entendu plus silencieux, mais j'ai déjà entendu beaucoup plus bruyant. La vitesse de chauffe de la buse me paraît très correcte. Ça monte assez vite en température, pardon. Et voilà, une fois que la température est atteinte, on appuie sur Next et ça charge a priori le filament. Je vérifie. Ah oui, je dois appuyer sur le bouton. Et donc le filament part bien. Je vais juste appuyer 2 fois sur le bouton et je vois du filament qui commence à couler. J'en fais couler encore un petit peu plus pour purger bien la buse parce que souvent il y a un petit peu de filament restant de tests qu'ils ont pu faire. Voilà, c'est fait. Je passe à l'étape suivante. Et félicitations, le tutoriel du guide est terminé. Bon, d'accord. Alors, il n'y a même pas une calibration à faire, je suppose que si, hein. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors regardons l'interface, hein, du coup, puisque là, il me propose même pas une calibration d'entrée de jeu, donc je ne sais pas. On a une interface qui est assez claire. Un bouton pour activer ou non le son dans l'interface. On peut activer ou non l'éclairage. Ici, j'imagine que c'est lorsqu'on a des fichiers qui sont dedans. Bon, là, pour le moment, on n'a rien. On a la température de la buse et si on clique dessus, on a le raccourci directement pour les températures. On arrive au même menu, quelle que soit l'icône qu'on appuie ici. Donc, on a ce menu qui permet de charger et manuel qui permet de bouger la machine. Donc, on peut monter en Z. Il me dit qu'il doit d'abord faire un petit homing. On va lui dire, allez, hein, vas-y. Je vais en profiter au passage pour mettre la clé USB, parce qu'à mon avis, il y a quelques modèles sur la clé USB. Et donc voilà, le menu est quand même plutôt réactif. De ce côté-là, j'ai pas grand-chose à dire, il est assez clair et assez réactif. Donc on a ici le Home, le menu des paramètres. Ici, on va avoir le contenu de la clé USB, vu qu'entre-temps, j'ai mis la clé USB. Et là, on a quoi? On a un Benchy, un fichier pour bloquer les vis, une petite tour, voilà. Et on a également un test pour tester la première couche. On a un truc pour tenir le filament, mais plus large. Donc là, c'est bien, il donne quelques STL utiles et pratiques à la machine. Et dans le menu, on a l'étalonnage. Alors là, on peut quand même faire l'étalonnage. Nivellement automatique du lit, l'input shaping et la calibration de la plateforme. Et dans paramètres, on va avoir par exemple le paramètre réseau. Alors, je vais venir mettre mon Wi-Fi. Il a réussi à se connecter, tout va bien. Il enregistre les données Wi-Fi. Je devrais bientôt recevoir une nouvelle adresse IP. Et voilà, j'ai une nouvelle adresse IP qui est prise, une adresse IP de mon réseau local. Dans Système, on peut exporter les journaux pour le SAV et il trouve que le système fonctionne correctement, donc tant mieux. On a une veille automatique de l'écran. Ben voilà, je vais lui dire après 5 minutes. Au niveau des mises à jour, pour le moment, il n'y a pas de fichier de mise à jour. On est déjà à la mise à jour V4413. Bon, voilà. Et quelques petits blabla pour le service après-vente. Alors, je disais, je vais faire la calibration, étalonnage.
d'abord le nivellement automatique du lit. Il me dit de préchauffer le lit à la température d'impression. Donc là, il va préchauffer le lit. Et voilà, maintenant que le plateau a atteint la température, il va initier le nivellement. Et alors, il va faire tout ça tout seul comme un grand. Hop, je m'assure qu'il est bien propre. Il y avait un petit bout de filament qui dépassait. Alors voilà, maintenant que la mise à niveau est faite, eh ben, globalement, pour le moment, je trouve quand même que la traduction française n'est vraiment pas problématique. J'ai tout compris, rien ne m'a paru être un petit peu étonnant. Et ce qu'on trouve souvent dans les traductions françaises, c'est qu'il y a des décalages, des textes qui sont mangés, qui vont à d'autres endroits. Et ici, pour le moment, j'ai pas du tout retrouvé ça. Alors, c'est plutôt pas mal fait. On va mettre l'input shaping. Alors voilà, il a terminé son input shaping. Et il reste un dernier point, calibration de la plateforme. Je ne sais pas exactement ce que ça représente. Bon, ok, je vois à quoi ça représente. Mais donc voilà, on a cette calibration de la plateforme qui est, je pense, à la fois un mélange de... Enfin, c'est le Z offset. Et donc, normalement, il peut être fait complètement automatiquement. Mais ici, il propose quand même de pouvoir le faire de manière manuelle si jamais on n'était pas content. Alors avec la Kiddy X-Max, ils donnent ce genre de feuille de nivellement. Mais ils en donnent pas une ici. Parce que normalement, sortie d'usine, vous devez pas faire la calibration, en fait. Ici, je vous ai montré, mais normalement, c'est pas nécessaire. Et c'est ce qu'ils disent. On peut l'utiliser et imprimer et elle sera très bien. Donc normalement, la calibration n'était pas nécessaire. Je vais toutefois, ben voilà, ici, le Z offset me paraît parfait déjà. Donc, ah oui, il veut me faire ajuster les vis. Bon, ça, on s'en fout. Les vis, il y a en fait aussi une possibilité d'ajuster les vis manuellement. Donc ça, c'est bien, hein, on peut le voir. Même si elle est entièrement automatique et que ce n'est pas nécessaire de le faire, on peut le faire si on veut. Et voilà, maintenant que c'est fait, on va lancer un premier print de test. Et après, on va faire toute une série de tests plus approfondis. Alors, on va commencer par le Benchy. Il me dit qu'il en a pour 18 minutes avec 10 grammes. Je vais faire avec les 20 grammes de filament qu'ils nous ont donné. Et c'est parti. Alors, mise à niveau du lit, allez. On vient de le faire, mais pourquoi pas? Et donc, il nous rappelle qu'il faut laisser tout ouvert. Je laisse tout ouvert. Et il est parti. Bon, ben voilà, ça s'est terminé dans le temps qu'il fallait. Alors, regardons voir un petit peu de plus près si c'est correct. En tout cas, la première couche est tout à fait correcte. Pour le reste, ça va, hein, franchement. Je vois pas grand chose à reprocher à ce Benchy. Donc maintenant, je vais lui trouver une petite place dans l'atelier et je vais pousser les tests un petit peu plus loin. Bon, alors pour un second test, que c'est fourni dans les fichiers qui sont fournis avec la machine, on a une espèce de test de première couche. Alors on peut voir ici que c'est correct au-dessus, hein, il y a une ligne de défaut quand même, mais globalement c'est très correct. Alors je vais la retirer. Donc c'est juste un test qui imprime comme ça de manière remplie une première couche. Donc on doit avoir une espèce de petite feuille qui se retire, hein, donc j'espère que je ne vais pas la déchirer. Donc voilà, j'y vais très délicatement, mais ça a l'air d'aller. Ce que je vois en tout cas là a l'air d'être tout à fait correct. Alors si on regarde, et ben voilà, on a, comme je dis, à part une petite ligne de défaut, on a une première couche qui est vraiment très sympa. Bon, alors comme j'ai reçu la machine en avant-première, au moment où j'enregistre, il n'y a pas de profil disponible pour cette machine. Alors quand vous allez l'acheter, vous aurez probablement un profil disponible, mais voilà, moi j'ai été un petit peu un testeur en avant-première et je n'ai pas de profil. Alors j'ai été dans Kiddy Slicer, hein, c'est ce qui me semblait le plus simple, hein, puisque je l'utilise déjà pour ma X-Max, et j'ai été faire une imprimante personnalisée que j'ai appelée Q1 Pro avec les paramètres, voilà, les paramètres de dimension de l'imprimante, et je suis allé mettre l'adresse IP de l'imprimante dedans. Alors je vais me mettre ici en mode expert. Je me suis d'ailleurs un petit peu inspiré de ma X-Max 3 pour les paramètres. Et j'ai également trouvé dans le manuel toute une série de caractéristiques techniques pour pouvoir régler un petit peu mieux mes vitesses. Alors pour les vitesses, on est aussi à peu près à la même chose que sur la X-Max 3. Donc on a des accélérations maximum de 20 000 mm par seconde carré. Alors ce que j'ai également fait,
c'est venir mettre l'adresse IP ici de la machine, hein, Q1 Pro. Et c'est une machine qui est sous Clipper. Alors on le voit pas bien au niveau de l'interface. Sur la machine en elle-même, c'est la même chose que sur la Kiddy X Max, hein. On n'a pas une interface Clipper sur la machine en elle-même, mais elle fonctionne bien sous Clipper. Et elle n'est pas limitée sous Clipper. On peut le voir ici dans l'onglet Device, hein. Vous voyez, j'ai ma X Max 3 et j'ai pas encore installé la caméra dessus. Et j'ai la Q1 Pro qui est pas encore gérée dans le slicer ici. Sinon, il y aurait la belle icône de l'imprimante, etc. Mais j'ai ici, hein, vous voyez, j'ai accès à la caméra directement qui est dedans. Et puis, je peux faire mon petit home. Voilà, si j'appuie. Bon, bref, on a une interface de Clipper avec cette machine. C'est plutôt une bonne chose. Alors, pour tester ces réglages, hein, je vais imprimer un fichier à moi. Alors je le peindrai probablement après, mais on va commencer par ceci, donc le Moondragon. Alors ici, la taille, il y aurait moyen de lui donner une taille un peu plus grande. Il a 17 cm de haut. On va presque taquiner les limites de la machine, donc elles peuvent aller jusqu'à 24, je vais mettre 23. À mon avis, il ne faut pas énormément de supports pour ce modèle-ci. Je vais quand même mettre des supports de type organique. Bon, alors je précise que j'essaye pas mon premier profil avec ce fichier-là, hein. J'ai déjà réglé un petit peu mon profil avec quelques fichiers de calibration. Et donc je suis arrivé à des résultats corrects, enfin à des bons résultats avec mes fichiers de calibration. Donc maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre pour une impression directement depuis le slicer. Je répète, hein, je précise. Au moment où j'enregistre, on n'a pas de profils qui sont sortis, c'est pas intégré dans Kiddy Slicer, donc j'ai dû un petit peu travailler et chipoter moi pour faire mon profil. Il peut y avoir de l'optimisation encore qui se fait de ce côté-là. Bon, alors il a mis pas mal de supports de type organique, je suis pas convaincu qu'ils soient vraiment nécessaires ces supports, mais on va jouer la prudence et voilà, je vais imprimer avec ces supports. Je vous retrouve après pour voir le résultat de cette impression. Juste petit détail, hein, je vous reprends, l'avantage d'avoir l'imprimante sous Clipper, enfin voilà, qui communique, hein, même si c'était pas sous Clipper, c'est que on peut directement, on ne doit pas mettre sur la clé USB, on peut l'envoyer directement à l'imprimante, envoyer et lancer l'impression tout de suite. C'est pas ce que j'ai fait ici. Ici, je lui ai demandé d'envoyer à l'imprimante, puisque je dois aller mettre du filament qui est adapté à ce dragon. Mais donc voilà, là il est occupé d'uploader, la vitesse est correcte. Voilà, je vous retrouve juste après. Bon alors voilà, hein, je vois tout de suite que le résultat s'est plutôt bien passé, enfin même très très bien passé. La première couche, pas de souci de ce côté-là. Voilà, la calibration automatique a l'air d'avoir bien fait son boulot. Je vais retirer les supports de type arbre. Alors là, ils sont un petit peu bien fixés. Je devrais régler ça. Donc je vous retrouve après avec les supports retirés. Et donc là voilà, avec les supports retirés, donc il y a encore un petit support là, voilà, pour moi c'est un très très beau résultat, le filament donne très bien et l'impression c'est très très bien déroulé. J'ai beau regarder, je vois quand même assez peu de gros défauts, hein, j'en vois pas en fait, donc test réussi pour celui-là. Bon alors pour un second test, je reste dans Orca Slicer et je vais imprimer du TPU et j'ai besoin d'une coque pour mon nouveau téléphone, hein, donc c'est un Samsung Galaxy S24 Pro et donc j'ai trouvé un modèle 3D d'une coque et je vais tester les paramètres avec cette machine. Alors entre temps, j'ai eu de la part de Kiddy des profils, hein, donc le slicer avec le profil, hein, dans les premiers tests je ne l'avais pas encore, donc je suis un peu plus confiant aussi, hein, de l'utilisation puisque j'étais pas entièrement satisfait de mes profils d'impression après quelques tests d'impression et donc voilà, j'avais pris contact avec la firme et ils m'ont envoyé un profil pour Kiddy Slicer. Donc voilà, bon, maintenant je règle un petit peu mon TPU et on voit ce que ça a donné. Bon voilà, du premier coup avec le profil par défaut, ça donne quelque chose de pas mal.
Alors on a quand même un petit peu de stringing, donc il va falloir optimiser les paramètres du profil pour l'utiliser comme ceci avec du TPU. Ici c'est un TPU rouge de chez Gitek. Mais globalement ça s'est bien imprimé, et d'ailleurs je vais le mettre directement dans le téléphone. Voilà, voilà, les dimensions sont parfaites, ça rentre bien dans le téléphone. Il va falloir nettoyer un peu le stringing, mais bon voilà. Donc un test réussi, même si je suis d'accord, le profil par défaut demande à être un petit peu optimisé, mais ici on est plus dans l'optimisation des paramètres du filament que de la machine en elle-même. Bon, alors vous avez vu dans mon test précédent hein, sur le PLA et le TPU que j'avais utilisé Kiddy Slicer, la version 1.1.1, et celle-ci ne comportait pas de profil pour la Q1. J'ai dû faire mon propre profil, j'ai un peu chipoté, j'ai trouvé comment arriver à un résultat correct, mais j'étais pas entièrement satisfait. Donc j'ai pris contact avec la société, et ils m'ont envoyé en fait une version de Kiddy Slicer qui intégrait le profil pour la Q1. Donc voilà, maintenant j'ai des profils pour la Q1. Alors c'est bien parce que on va tester de l'ABS hein, puisqu'on a un caisson fermé, et elle a une buse qui permet de monter en température, une chambre chauffée, enfin bref, c'est une machine avec des conditions idéales pour tester des filaments un peu exotiques. Alors je n'ai pas chez moi de nylon ou d'autres, même pas d'ASA en fait, j'aurais aimé pouvoir tester de l'ASA, donc j'en ai pas chez moi, mais par contre j'ai de l'ABS, donc on va tester ça avec de l'ABS. Alors pour tester l'ABS, je vais utiliser ceci, c'est bon. Je compte faire une petite vidéo là-dessus, donc je vais passer très vite. Mais on a un vrai problème avec les frelons asiatiques, et ça peut potentiellement détruire l'écosystème auquel on est habitué. Et donc il faut faire en sorte de pouvoir limiter le nombre de colonies de frelons asiatiques, et on peut tous y arriver un petit peu collectivement en installant des pièges à frelons asiatiques chez nous. Alors on voit toute une série de pièges à frelons asiatiques. L'idée c'est de pouvoir piéger les frelons, mais que ce piège soit sélectif pour éviter de piéger les autres espèces européennes. Et donc voilà. Et alors je trouvais ce STL qui me semble pratique, puisqu'il permet de récupérer les pots de Nutella ou les pots de confiture Bonne Maman pour pouvoir justement mettre un piège à frelons. Alors voilà, on voit un petit peu ce que c'est. Alors l'idéal ce serait de l'imprimer en ASA, puisque il va aller dehors, mais je n'ai pas d'ASA, donc on va l'imprimer en ABS. Alors je mettrai un lien dans la description vers donc c'est pas du tout un fichier à moi, c'est à Roustaf, voilà, et j'ai trouvé sur Printables. Je mettrai un lien dans la description vers le fichier. Alors je ne vais pas modifier les paramètres par défaut. Je vais utiliser du générique, le profil générique ABS. Je vais juste quand même vérifier. Ici, il n'active pas la température de chambre. Bon, je vais mettre pour conserver à 30 degrés. Voilà. J'en ai pour 1 heure et 6 minutes. On va voir ce qu'elle peut faire. Alors voilà, ça c'est bien imprimé. Alors l'impression se fait sans support, et il a bien géré ça, comme vous pouvez le voir. Le modèle, il y a vraiment pas de souci. C'est de l'ABS, c'est bien solide. La première couche est vraiment bien, et les surplombs au niveau des petites des petits trous là sont vraiment bien. Je dois quand même avouer que pour un premier print comme ça, avec les paramètres par défaut, avec de l'ABS, j'avais déshydraté ma bobine avant, mais c'est particulièrement bien. Bon, alors quelle conclusion pour cette machine? Alors premièrement, je suis quelqu'un de gentil, donc les conclusions sont rarement très méchantes, mais je dois avouer que je suis particulièrement surpris par cette machine. Alors on a une machine, donc je disais au début de la vidéo que je n'avais aucune idée du prix auquel elle allait sortir. Je m'attendais quand même pour cette machine qui est franchement, je suis épaté. Je trouve que cette machine fonctionne très bien, et c'est en fait une X-Max 3 plus petite, avec quelques fonctionnalités comme par exemple le détecteur de, comment on dit ça en français, je sais pas, tangle. Vous voyez quand le filament fait des nœuds comme ça, et puis à un moment donné
ça fait des problèmes. Sur la Bambu Lab Mini, on avait la fonctionnalité de détection de ça. On a ceci sur cette machine et il a marché puisque j'avais utilisé une bobine lors d'un de mes tests je sais plus, du 3D Cordo, et c'est souvent emmêlé ces bobines-là. Et il me l'a détecté et ça m'a permis de pouvoir continuer. J'ai eu le même problème avec du 3D Cordo sur une Elegoo Saturn 4. Le test est déjà sorti, mais au moment où j'enregistre, le test n'est pas encore sorti. Les lignes temporelles sont un petit peu compliquées, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu les mêmes problèmes sur une autre machine et que là, ça avait continué à imprimer dans le vide parce qu'en fait, le filament bloquait, faisait un nœud au niveau de la bobine. Et ça passait toujours dans le détecteur de fin de filament, mais au niveau de l'extrusion, ça passait plus. Et donc, il a continué à imprimer dans le vide et c'est très emmerdant quand ça arrive. Et là, il l'a détecté et je n'ai eu aucun problème. Alors, au moment de la mise en route de la machine, j'ai un peu cafouillé. Mais faut dire qu'on reçoit une machine comme ça où en fait on a assez peu d'expérience, on est parmi les premiers testeurs. C'est un peu particulier. Mais j'ai été surpris que le menu ne proposait aucun nivellement à faire. Et je me suis dit, il pourrait le proposer. Et donc, il y a quand même une première calibration qui est automatique du plateau à faire. Il y a le chat qui fout le bordel. Donc, il y a quand même une première calibration automatique du plateau à faire. Mais il ne faut pas faire la deuxième calibration. Alors moi j'ai fait la deuxième calibration, mais en fait au moment où on la lance, ils disent ne bougez pas à ça, sauf si vous avez un problème et seulement si le service après-vente vous a conseillé de le faire. Enfin voilà. Donc ils sont très prudents. L'interface est claire et l'écran est fluide. Et je vous ai toujours pas dit le prix. Alors vous l'avez probablement vu entre temps, mais tout ça pour 599 €, qui est le prix de la FlashForge 5M Pro. Et encore, il y a moyen de l'avoir moins cher pendant la période de pré-lancement de la machine. Bon. On a vu dans les tests, j'ai testé du TPU, de l'ABS, du PLA, j'ai fait pas mal de prints. Et ça, ou la Kiddy X Max 3, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on est sur une Kiddy X Max 3, plus petite, le segment en dessous, mais avec quelques fonctionnalités en plus qui disent intelligence artificielle. Alors, je pense pas qu'il y a la détection de filaments, de spaghettis, mais on a quand même quelques fonctionnalités comme ça qui sont intéressantes. En plus, qu'on ne retrouve pas sur la X Max 3. On retrouve par contre de la X Max 3 la chambre chauffée, activement chauffée. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a également un petit bucket pour des poupes et pour du nettoyage. Alors c'est bien pour que ça tombe pas dans la machine. Mais moi, je me demande, alors j'ai aucune info, mais moi je me demande s'il n'y a pas une petite question d'AMS qui viendrait se préparer là-dessus. Mais bon, voilà, je n'en sais rien. Mais en ayant vu le système, le mécanisme, je me suis quand même posé la question. Alors, autre chose que je vais encenser, vous allez dire que c'est une bêtise, mais avoir pensé à mettre le support de bobine sur le côté, mais ça c'est merci, parce que toutes ces imprimantes Core XY en caisson fermée avec la bobine qui est inaccessible à l'arrière, ça me gonflait. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Alors j'ai parlé des points positifs, il y a quand même quelques points d'amélioration sur cette machine. La première, et là c'est comme j'avais dit pour la X Max 3, je trouve que les plastiques font un peu cheap quand même. Donc le plastique de la porte et le plastique du capot supérieur, pour moi je trouve qu'ils font un petit peu cheap. Ils sont pas entièrement, c'est pas de la cacaille, mais bon, quelque chose d'un peu plus, voilà. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Au niveau de la poignée aussi, je le dis dans la vidéo, je trouve qu'elle est pas très ergonomique pour ouvrir la porte. Bon, c'est un détail, c'est pas impossible à faire, mais je trouve que c'est pas très ergonomique. Idem aussi, j'aime pas beaucoup le couvercle du caisson. C'est comme la X Max 3 aussi, qui
enfin voilà, qui n'est pas attaché, hein, qui n'est pas basculant, ou enfin voilà, on doit le prendre, le mettre sur le côté. Il va falloir imprimer un truc pour régler ça, mais voilà, ça c'est un point que j'aime un petit peu moins. Un truc que je trouve dommage, ce qui aurait vraiment été bien, c'est qu'il y ait une buse Quick Swap, comme on retrouve par exemple sur les FlashForge. Voilà, ça aurait été le must pour cette taille-là. Alors au niveau du slicer, je peux pas faire beaucoup de commentaires puisque j'ai eu vraiment sur la fin de mes tests la version du slicer qui intégrait le profil de la machine, mais ça s'est plutôt bien passé à partir de ce moment-là. Et qui dit slicer, c'est en gros du Prusa slicer rebrandé, ou du super slicer rebrandé. Enfin bref, on est sur une bonne base de toute façon et pas avec une guerre de retard. C'est pas comme d'autres marques où on rebrande du Cura, mais en rebrandant une version 4.6 qui est dépassée depuis longtemps. Donc ici, on est quand même sur un slicer qui suit et qui est stable et qui fonctionne bien. Alors je n'ai pas essayé la compatibilité avec Orca Slicer dans le cadre de cette vidéo parce que voilà, ça faisait partie des accords de ne parler que de KiDi Slicer, enfin de l'écosystème KiDi, mais c'est comme la X-Max 3, donc on va pouvoir se connecter à Orca Slicer comme dans la X-Max 3 sans problème. Voilà, j'étais déjà très enthousiaste sur la KiDi, je suis aussi très enthousiaste sur ce nouveau modèle, la Q1 Pro. Est-ce qu'il y aura d'autres modèles? J'en sais rien, pour le moment c'est la seule chose que j'ai. J'espère un peu pour cette histoire d'AMS. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé de cette présentation et de la machine en elle-même. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait la place dans votre atelier? À ce prix-là, je pense 469 de mémoire en prix Early Bird, ou sinon 599. Et moi, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.